Bonjour à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de vidéos passionnantes, mais nous devons reconnaître d'emblée que la thématique que nous allons aborder est délicate, le true crime. Si vous êtes amateur de mystères criminels et d'enquêtes intrigantes, vous êtes au bon endroit, mais gardez à l'esprit que les sujets que nous allons discuter peuvent être perturbants. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, nous tenons à vous avertir que les événements que nous allons relater sont d'une nature extrêmement sérieuse. Si vous avez une âme sensible ou si vous pensez ne pas avoir la maturité nécessaire pour traiter de tels sujets, nous vous recommandons de faire preuve de prudence avant de visionner cette vidéo. Nous tenons également à informer notre audience que des éléments sonores réalistes peuvent être utilisés pour vous immerger davantage dans ces récits. Si vous êtes sensible à de tels stimuli, prenez cela en considération. Maintenant, si vous êtes prêt à nous accompagner dans cette exploration, nous vous invitons à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et à visiter notre site internet pour plus de contenus exclusifs. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, nous apprécions votre générosité. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Et maintenant, sans plus tarder, êtes-vous prêt à plonger dans cette vidéo passionnante? Démarrons. Pour ce premier épisode, je voudrais voir avec vous le cas de Gérald Galgo, un tueur sans foi ni loi. Il s'agit plus exactement de Gérald Armand Galgo et pour la suite je le désignerai plus simplement par le prénom Gérald, à la française. Nous allons voir cette histoire passionnante en 16 parties distinctes. Partie 1. Présentation de Gérald. Gérald est né à Sacramento en Californie le 17 juillet 1946 dans une famille où la violence et la délinquance étaient des choses normales et habituelles. Délinquant notoire, son père a été condamné à mort en 1955 pour le meurtre de 2 policiers dans le Mississippi. Il a été exécuté le 3 mars 1955 avec l'usage de la technique de la chambre à gaz. La mère de Gérald n'était pas mieux. Issue elle-même d'une famille profondément dysfonctionnelle où les meurtres et l'abus de jeunes enfants régnaient, elle vivait de ses charmes en exerçant le plus vieux métier du monde. Loin de cacher cette situation à son enfant, elle se servait de lui comme messager auprès de ses souteneurs alors qu'il n'était encore qu'un enfant. C'est d'ailleurs très tôt que Gérald s'engagea lui-même dans la voie de la délinquance. À l'âge de 6 ans, il est déjà connu de la justice et ses actions ne feront que s'aggraver au fil des ans. Ainsi, âgé d'à peine 13 ans, il viola une fillette de 6 ans. On constate que jusqu'en 1977, il a déjà été arrêté 23 fois pour vol, cambriolage, agression sexuelle, fugue, vandalisme, attaque à main armée, évasion. Il était donc devenu un habitué des maisons de correction puis l'âge aidant de la prison. Il y a toujours des femmes pour aimer les loupards et bien sûr cela ne manqua pas ici. Marié 5 fois, jusqu'à un événement dont nous allons bientôt parler, ces unions se terminèrent à chaque fois par un divorce et sans surprise ses ex-épouses ont fait de lui le portrait d'un homme infidèle et violent, affirmant être battu régulièrement. Il eut une fille d'un de ses mariages. Partie 2. Présentation de Charlène. Voilà maintenant l'événement évoqué brièvement antérieurement, événement qui consiste en sa rencontre avec Charlène Williams, avec laquelle il va se marier 2 fois. Je désignerai par la suite cette personne simplement par le prénom Charlène, à la française donc là aussi. Gérald et Charlène, voici donc le couple infernal, le couple de tueurs qui va répandre le sang et la mort un peu partout sur son passage. Avant d'aller plus loin dans cette succession de meurtres en tout genre, il me semble utile de présenter Charlène. On pouvait s'attendre à ce que le début de Charlène dans la vie soit similaire à celui de Gérald. En réalité il n'en était rien. Car Charlène était née dans une famille aisée financièrement le 10 octobre 1956 à Stockton en Californie. Son enfance se déroula dans une banlieue huppée de Sacramento. Pendant cette période, elle se révéla très talentueuse pour jouer du violon, réussissait ses études, elle était dotée d'un quotient intellectuel de 160, et accompagnait son père lorsqu'il effectuait des voyages d'affaires. Malheureusement, la période difficile de l'adolescence se révéla dramatique pour Charlène. À son entrée au lycée, le sexe, la drogue et l'alcool devinrent ses compagnons de route. Ses résultats scolaires plongèrent littéralement. Avec les plus grandes difficultés, elle parvient à obtenir son diplôme de l'enseignement secondaire, mais son niveau l'empêchait de poursuivre ses études. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'était mariée 2 fois, pour aboutir à 2 divorces. Elle était clairement sur la mauvaise pente. Sa rencontre avec Gérald allait la pousser définitivement dans l'abîme. Gérald et Charlène se rencontrèrent dans un établissement de nuit à Sacramento au cours du mois de septembre 1977. Alors âgé de 31 ans, il était l'aîné de 10 ans de Charlène. Attiré par l'aspect viril et dominateur de Gérald, Charlène tomba immédiatement sous son charme. Après seulement quelques semaines, ils emménagèrent ensemble. Cela débuta mal. Charlène devait subvenir aux besoins du couple et lui donner la totalité de son salaire. Elle devait porter les vêtements qu'il lui imposait pour ressembler à une adolescente, elle devait accepter qu'il soit infidèle,
elle devait accepter des relations violentes avec lui, elle devait aussi avoir des relations avec d'autres femmes. Sous le charme et soumise, Charlène accepta. Gérald repoussait sans cesse les limites pour obtenir de plus en plus de plaisir. C'est ainsi qu'il franchit la ligne rouge. Il voulait désormais avoir des jeunes esclaves sexuels vierges. L'horreur pouvait commencer. Partie 3. Rhonda Shepherd et Kippy Vogt font une très mauvaise rencontre. C'est à la date du 11 septembre 1978 que Gérald mit en application son plan pour obtenir enfin les personnes vierges qu'il désirait tellement. Pour cela, il avait besoin de l'aide de Charlène, qui était alors enceinte. Il pensait probablement que des jeunes filles seraient plus enclines à suivre une femme qu'un homme. Concrètement, Charlène devait parvenir à amener 2 jeunes filles jusqu'à la camionnette avec laquelle il venait de se rendre à un centre commercial de Sacramento. Charlène repéra Rhonda Shepherd, 17 ans, et Kippy Vogt, 16 ans, qui étaient là pour faire des achats. Elle leur proposa de venir avec elle fumer un joint. Toutes deux acceptèrent. Arrivées à la camionnette, au lieu d'un joint, elles découvrirent Gérald qui les attendait, pistolet à la main. Après les avoir bâillonnés, il reprit le volant de la camionnette tandis que Charlène devait surveiller les 2 mineurs. Il roula jusqu'au contrefort de la Sierra Nevada et arrêta la camionnette dans une forêt isolée. Il ordonna à Charlène de retourner à Sacramento pour changer de véhicule, une Oldsmobile, prêtée par les parents de Charlène, devant ainsi remplacer la camionnette. Cet aller-retour devait aussi lui permettre de voir des amis pour se constituer un alibi. Pendant que Charlène était absente, Gérald viola à plusieurs reprises les 2 adolescentes sur un sac de couchage qu'il avait apporté à cette fin. À son retour 3 heures plus tard, Charlène découvrit les 2 jeunes filles en état de choc, avec des vêtements souillés et déchirés. Gérald ordonna à Charlène de prendre le volant, alors qu'il montait à l'arrière du véhicule avec les 2 mineurs. Alors qu'il semblait vouloir procéder à leur libération, il décida finalement que le véhicule devait s'arrêter. Il fit sortir ses 2 victimes de l'habitacle avant de les assommer d'un coup de cric et de les abattre avec son pistolet. Kippy semblant avoir survécu, il lui mit 3 balles en pleine tête. Le lendemain, Charlène et Gérald jetèrent dans une benne à ordures les vêtements qu'ils portaient lors de ces meurtres. Le pistolet ainsi que les sacs à main des adolescentes furent rejetés dans une rivière. En rentrant chez eux, Gérald insista pour que Charlène avorte, ce qu'elle accepta. Rhonda Shepherd était mariée. Son absence inquiéta son mari. Le 12 septembre, une chaîne de télévision locale lui donna la parole, il demanda à la population de l'aider à retrouver sa femme. Le 13 septembre, les corps de Rhonda Shepherd et Kippy Vogt ont été retrouvés par des travailleurs mexicains. La police se lança sur une fausse piste selon laquelle les 2 adolescentes auraient été enlevées puis tuées par 2 hommes noirs qui auraient été aperçus en train de les faire monter dans une camionnette. Partie 4. La fille de Gérald. Plusieurs jours après l'accomplissement de ces actes horribles, Gérald et Charlène allèrent voir la famille de Gérald qui habitait en Californie, dans un ranch. Le couple apprit alors de la bouche de la grand-mère de Gérald que la fille de Gérald, Sally Jo, âgée de 14 ans, venait de déposer plainte contre lui pour viol. En effet, Gérald abusait d'elle depuis 6 années. Chassé par son beau-père, Gérald quitta le ranch accompagné de Charlène. Il s'avéra toutefois incapable de comprendre pourquoi Sally Jo avait déposé plainte contre lui car il estimait que ses actes envers elle n'étaient pas répréhensibles. De retour à Sacramento, le couple infernal constatait en regardant la télévision que la police s'était lancée sur une fausse piste concernant les meurtres de Rhonda Shepherd et Kippy Vogt. Ils quittèrent toutefois la Californie car ils étaient inquiets des suites de la plainte qu'avait déposée Sally Jo, d'autant plus qu'un mandat d'arrêt avait été lancé contre Gérald dans ce dossier. Arrivés à Reno dans le Nevada, Gérald et Charlène se marièrent le 30 septembre 1978. Usant de son pouvoir de persuasion, Gérald avait conduit les parents de Charlène à estimer qu'il était innocent des accusations portées contre lui par Sally Jo. Ceux-ci ne se contentèrent pas de croire à son innocence. Ils allèrent jusqu'à lui procurer une copie du certificat de naissance de Stephen Robert Fay, un cousin de Charlène. Gérald usa de ce document pour se voir délivrer différents papiers officiels, tels qu'un permis de conduire ou des papiers d'identité, afin de se forger une nouvelle identité sous le nom de Stephen Robert Fay. Le père de Charlène parvient à obtenir pour Gérald un emploi de camionneur-livreur dans la région de Houston, tandis que Charlène exerça une fonction de secrétaire avant de travailler pour une agence bancaire. Le couple emménagea à Houston, mais Gérald quitta son travail, avant de trouver un autre poste comme barman. Il sera licencié de ce poste suite à une rixe avec un autre employé. Gérald et Charlène quittèrent alors la ville pour retourner à Reno. Là, grâce à son beau-père, Gérald exerça au poste de chauffeur routier mais il s'avéra incapable de conserver cet emploi. Charlène réussit elle à obtenir un poste dans un bureau d'une société d'agroalimentaire.
Malheureusement, le directeur de cette entreprise eut la mauvaise idée d'inviter le couple pour faire du camping. Ce directeur et son épouse avaient une fille de 11 ans, ce qui ne manqua pas d'exciter Gérald. Charlène a refusé d'aider Gérald à kidnapper cet enfant. Mais les mauvais penchants de Gérald revenaient au galop et il n'allait pas tarder à se libérer de nouveau. Partie 5. Les actes de Gérald contre Brenda Jude et Sandra Collie. Gérald ne parvenait plus à se retenir. Il désirait ardemment avoir des nouvelles victimes pour satisfaire ses besoins sexuels. De nouveau, Charlène allait être complice de ces actes. Le 24 juin 1979, elle demanda à Brenda Jude, 14 ans, et à Sandra Collie, 13 ans, de distribuer des brochures sur le parking du parc d'attractions de Reno, parc d'où toutes deux venaient de sortir, en leur promettant de leur donner de l'argent en contrepartie. Elle invita ensuite les deux enfants à aller chercher des brochures dans la camionnette de Gérald. Bien évidemment, c'était un piège. Sous la menace d'une arme, Gérald enleva les deux fillettes. Avec les deux fillettes ligotées à l'arrière du véhicule, il prit la route en direction de la Sierra Nevada. En route, il alla prendre un marteau et une pelle dans une quincaillerie. Il confia ensuite le volant à Charlène, laquelle conduisit pendant qu'il violait les deux adolescentes sur un matelas installé à l'arrière de la camionnette. Ses besoins satisfaits, il reprit le volant avant de stopper le véhicule. Il fit ensuite sortir les adolescentes du véhicule avant de les battre à mort et de les enterrer. Brenda Jude et Sandra Collie furent rapidement déclarées disparues, mais la police concentra ses efforts pour rechercher deux autres filles qui avaient fugué. Les recherches ont donc perdu du temps. Les efforts de la police ont été tellement infructueux que Brenda Jude et Sandra Collie ont finalement été considérées comme étant des fugueuses jusqu'au procès de 1982 où Charlène a révélé la vérité. Leurs cadavres n'ont été retrouvés qu'en novembre 1999. Mais avant d'en arriver là, il est nécessaire de revenir à la période qui a suivi le double meurtre de Brenda Jude et Sandra Collie. Plusieurs mois après ceci, Gérald et Charlène sont retournés vivre à Sacramento. Là, Gérard multiplia les courtes aventures avec des adolescentes rencontrées dans des bars. Parallèlement, il rencontra des problèmes d'impuissance avec Charlène, s'avérant incapable d'avoir des relations intimes normales. Les démons de Gérald le taraudaient toujours. Il allait donc, de nouveau, passer à l'acte. Partie 6. Des nouvelles victimes, Stacy Ann Rodican et Karen Twigg. On dit souvent qu'un criminel revient toujours sur les lieux du crime. Si cela n'est en réalité pas toujours le cas, cet adage allait se vérifier ici. En effet, c'est au centre commercial de Sacramento que le couple avait enlevé Rhonda Sheffer et qui pivotait. C'est au même endroit qu'il désirait faire de nouvelles victimes le 24 avril 1980. Charlène accosta Stacy Ann Rodican et Karen Twigg, toutes deux âgées de 17 ans, sous le prétexte de leur proposer un joint. Elle amena les deux adolescentes jusqu'à la camionnette de Gérald, qui dégaina aussitôt un pistolet. Particulièrement crédules, celles-ci pensèrent qu'il s'agissait d'un jeu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il allait rapidement mal tourner. Alors que Charlène conduisait vers les montagnes du Nevada, Gérald viola les deux adolescentes à l'arrière de la camionnette. Après avoir satisfait ses bas instincts, Gérald ordonna à Charlène de stopper le véhicule. Il désirait qu'elle abuse elle aussi des adolescentes, mais elle refusa. Gérald battit alors à mort les deux jeunes filles à coups de marteau et les enterra sur place. Les corps ont été ensuite déterrés par des coyotes et découverts quelques jours après par des promeneurs. L'identification a été faite grâce à des radios dentaires. Entre-temps, le couple était retourné à Sacramento. Partie 7. La rencontre avec Linda Aguilar. Charlène tomba de nouveau enceinte et elle craignait la réaction de Gérald qui l'avait antérieurement contrainte à avorter. Sa réaction s'avéra toutefois surprenante. Il n'était pas mécontent car il estimait qu'une femme enceinte pouvait favoriser ses plans en soulevant plus facilement de la sympathie et en attirant ainsi plus aisément des potentielles victimes. Le couple se maria une seconde fois le 1er juin 1980, Gérald étant alors désigné sous la fausse identité de Stephen Robert Fay. Ils décidèrent de passer une seconde lune de miel, dans l'Oregon. C'est là que le 7 juin 1980 ils croisèrent la route de Linda Aguilar, souvent présentée comme étant une autostoppeuse, ce qui semble toutefois sujet à discussion. Celle-ci était enceinte, ce qui ne gêna nullement Gérald qui selon un schéma désormais classique ordonna à Charlène de conduire pendant qu'il voulait violer Linda Aguilar à l'arrière de la camionnette. Il n'y parvient toutefois pas, peut-être parce qu'elle était plus âgée que ses proies habituelles et enceinte. Finalement il ordonna à Charlène de stopper la camionnette et après avoir fait sortir Linda il la tua à coups de pierre et en l'étranglant. Elle fut enterrée alors qu'elle n'était pas encore décédée, selon les constatations du médecin légiste. Lorsque la disparition de Linda puis son corps furent découverts, les soupçons se dirigèrent vers son amie de l'époque, connue pour des actes de violence envers elle. La police ne tient pas compte d'un témoignage qui aurait pu les conduire vers Gérald et Charlène. Partie 8.
Les premiers soupçons avec le meurtre de Virginia Moschel. Fervents adeptes de la boisson, le couple s'enfonça encore un peu plus dans la consommation des produits nocifs puisque Charlène commença à prendre de la cocaïne, laquelle s'ajouta aux montagnes de joints qu'il consommait déjà. En même temps, leur relation se détériorait. Le 16 juillet 1980, soit environ un mois et demi après le meurtre de Linda Aguilar, les pulsions de Gérald étaient de nouveau incontrôlables. Après avoir consommé de l'alcool et fumé des joints au cours de la journée, ils se rendirent le soir au Sailin, un bar de West Sacramento. Gérald aborda Virginia Moschel, une des barmaids, pour lui proposer de fumer avec eux. Elle refusa. Gérald voyait déjà en elle sa future victime, ce que Charlène comprit, et craignant qu'un lien soit établi entre eux et Virginia, elle parvient à faire sortir Gérald de l'établissement, espérant ainsi qu'il abandonnerait son projet. Toutefois, Gérald fut le plus persuasif. Le couple attendit sur le parking que Virginia Moschel ferme l'établissement. Sous la menace de son arme, Gérald la fit monter dans sa camionnette. Ils emmenèrent Virginia Moschel chez eux, ce qui était contraire à leur processus habituel. Là, Gérald viola Virginia pendant que Charlène regardait la télévision. Après le viol, ils reprirent la camionnette. Pendant que Charlène conduisait, Gérald étrangla Virginia avant de l'enterrer près d'un lieu où ils avaient pris l'habitude de venir pêcher, à la sortie de Clarksburg. Virginia Moschel était mère de 2 enfants et sa disparition a été immédiatement prise très au sérieux par la police. Les patrons du bar indiquèrent que le couple avait abordé Virginia le soir de sa disparition. Interrogés séparément, tous deux affirmèrent avoir parlé à Virginia mais ne pas savoir ce qui lui était advenu par la suite. Charlène indiqua qu'avant de venir au bar, ils avaient passé la journée à pêcher. Ce n'est que le 2 octobre 1980 que le corps de Virginia Moschel a été découvert, près d'un coin de pêche. Ses mains étaient attachées avec du fil de pêche. Ces faits soulevèrent des soupçons contre le couple. La police décida d'entendre de nouveau Charlène, mais cette nouvelle audition ne permit pas de faire avancer l'enquête. Entre-temps, les relations dans le couple devenaient de plus en plus mauvaises. Gérald exerçait des actes de violence à l'encontre de Charlène, à tel point que pendant le mois de septembre, elle avait décidé de retourner chez ses parents. Pendant un temps, Gérald retourna avec une ancienne liaison. Puis il quitta celle-ci et revint vers Charlène, laquelle retomba dans ses bras. Le couple reconstitué pouvait poursuivre ses basses œuvres. Partie 9. Les meurtres de Craig Miller et de Mary-Elizabeth Sowers. Dans la nuit du 1er novembre 1980, Gérald et Charlène se rendirent au restaurant puis au cinéma. Particulièrement imbibés par l'alcool et sous les pressions de Gérald, ils cherchèrent des nouvelles victimes autour des centres commerciaux. Finalement, c'est sur un couple d'étudiants constitué par Craig Miller, 22 ans, et Mary-Elizabeth Sowers, 21 ans, que Gérald jeta son dévolu. Tous deux devaient se marier le mois suivant. Greg était le fils d'un chef d'entreprise important et Mary-Elizabeth était la fille d'un scientifique renommé. Sous la menace de son arme, Gérald les obligea à monter dans l'Oldsmobile prêté par les parents de Charlène. Un ami du couple s'approcha mais Charlène le rabroua pour le faire partir. Il nota toutefois la plaque d'immatriculation du véhicule qui s'éloignait. Charlène conduisit jusqu'au comté d'Eldorado. Lorsqu'elle s'arrêta dans un lieu isolé, Gérald fit sortir Greg avant de lui mettre 3 balles dans la tête. Le couple infernal reprit ensuite la route jusqu'à son domicile, où Gérald viola l'étudiante pendant que Charlène regardait la télévision. Après cet acte, ils reprirent tous la route et Gérald tua Mary-Elizabeth dans un lieu isolé, dans un bois situé près de Sierra College à 30 km à l'est de Sacramento. Il lui logea 3 balles dans la tête. Partie 10. Les autorités enquêtent. Le lendemain de ce double meurtre, le couple se rend chez les parents de Charlène pour leur restituer leur véhicule. Mais la police était déjà là. L'alerte relative à la disparition des 2 étudiants avait été donnée. Le numéro d'immatriculation de l'Oldsmobile avait permis de remonter jusqu'aux parents de Charlène. Gérald prit peur et se cacha. La police entendit uniquement Charlène qui contesta l'utilisation de l'Oldsmobile la veille, affirmant qu'ils avaient utilisé uniquement la Triumph rouge de Gérald. Les policiers lui indiquèrent qu'ils savaient que la Triumph était restée sur le parking. Charlène répliqua qu'ils avaient tellement bu qu'elle ne se souvenait plus quel véhicule ils avaient pris. En inspectant l'Oldsmobile, la police fut étonnée par son extrême propreté. Charlène répliqua qu'ils avaient nettoyé le véhicule pour le rendre propre à ses parents. Charlène affirma ensuite être fatiguée en raison de sa grossesse, ce qui incita la police à ne pas poser d'autres questions. Les réponses et l'attitude de Charlène ne parvinrent pas à tromper la police. Celle-ci consulta le fichier des cartes grises à partir du numéro de la plaque d'immatriculation de la Triumph. Une copie du permis de conduire de Gérald permit à la police d'avoir une photo de celui-ci et l'ami de Greg qui avait vu l'enlèvement des 2 étudiants confirma que c'est bien Gérald qui était le conducteur de l'Oldsmobile. Entre-temps, Charlène,
toujours au volant de l'Oldsmobile, avait rejoint Gérald. Le couple décida alors d'aller sur les lieux où ils avaient exécuté les étudiants pour dissimuler les corps qui avaient été simplement abandonnés et non enterrés. Mais les cadavres avaient en réalité déjà été découverts. Lorsque le couple arriva sur le lieu d'exécution de Greg, ils se sont avérés être dans l'incapacité de retrouver le corps. Charlène comprit que cela s'expliquait par le fait qu'il avait été découvert et emporté par la police. Gérald et Charlène eurent alors l'idée de rentrer chez eux pour faire disparaître les armes et les balles. Mais lorsqu'ils arrivèrent à proximité de leur domicile, ils constatèrent la présence de la police. Le couple prit alors la fuite, direction Reno. Là ils abandonnèrent l'Oldsmobile au profit d'un bus pour Salt Lake City. Lors de l'enquête, la police constata que les armes et les balles découvertes chez Gérald et celles utilisées pour tuer les deux étudiants appartenaient à Gérald. Il existe deux hypothèses relatives à cette constatation. La première, qui serait la plus logique, consisterait simplement dans le fait que la police a découvert les armes et les balles de Gérald à son domicile. Mais c'est la seconde hypothèse qui est la plus souvent citée. Suite à une information donnée par une femme, la police aurait appris que Gérald dans un précédent emploi aurait tiré des balles dans un plafond, ce qui a permis à la police d'extraire les balles pour procéder à une expertise. À noter que ces deux hypothèses peuvent se cumuler et non nécessairement s'exclure. Toujours est-il que la police obtient également des renseignements auprès des parents de Charlène. En effet, la télévision et les journaux s'emparèrent du meurtre des deux étudiants. Le père de Charlène prit peur pour la vie de sa fille. Il livra à la police la véritable identité de Gérald, alors que jusqu'alors la police le connaissait seulement sous la fausse identité de Stephen Robert Fay. Avec cette information, la police se retrouve en mesure de connaître le passé judiciaire de Gérald. Elle savait dès lors qu'il était extrêmement dangereux, notamment en raison de plusieurs inculpations pour viol et agression sexuelle. La police décida de prévenir le FBI. Le couple était aux abois. À Salt Lake City, sans le sou, ils décidèrent d'appeler les parents de Charlène pour demander de l'aide financière. Ceux-ci acceptèrent et ils leur envoyèrent de l'argent. Après avoir récupéré l'argent, le couple prit de nouveau la fuite à Denver dans le Colorado, avant de pousser jusqu'à Omaha dans le Nebraska. À Omaha, Charlène contacte de nouveau ses parents pour avoir de l'argent. Ils indiquèrent être encore d'accord. Le couple devait retirer l'argent à la Western Union, mais le 17 novembre 1980, suite aux informations des parents de Charlène, le couple ne trouva pas de l'argent en ce lieu. À la place, ils trouvèrent le FBI qui procéda à leur arrestation sans aucune résistance. Ils furent emmenés en Californie pour répondre des meurtres des deux étudiants. Partie 11. La justice de la Californie en action. Les preuves s'accumulaient contre le couple. Le 21 novembre 1980, le corps de Mary-Elizabeth Sowers était découvert et l'expertise balistique confirmait ce que la police pouvait supposer, à savoir que les balles provenaient bien de l'arme de Gérald, comme pour le meurtre de Craig Miller. La camionnette de Gérald, qu'il avait revendue et qu'il avait utilisée pour ses agissements contre d'autres personnes, a été retrouvée. Les acquéreurs du véhicule ont remis à la police une taie d'oreiller couverte de sang qui se trouvait à l'arrière de la camionnette lors de la vente. Alors que Gérald et Charlène pouvaient espérer que les accusations se limitent au meurtre des deux étudiants, la situation dégénéra. En effet, Charlène espérait que Gérald endosse de lui-même la responsabilité des meurtres de Craig Miller et de Mary-Elizabeth Sowers et du viol de cette dernière. Mais Gérald n'en fit rien. Estimant avoir été trahi par Gérald, Charlène révéla alors l'existence des autres meurtres et viols. Des tractations débutèrent alors pour conclure un plea bargain entre Charlène et les différents procureurs. Cette procédure consiste à conclure une sorte de contrat entre l'accusation et l'accusé afin d'obtenir une peine faible en échange de la révélation d'informations cruciales. Dans ce cadre, Charlène expliqua comment les enlèvements, suivis des viols et des meurtres, avaient été effectués. Elle montra les lieux où les victimes avaient été enterrées. Seuls les corps de Sandra Collie et de Brenda Judd n'ont pas été retrouvés à cette époque, nous y reviendrons ultérieurement. Charlène affirma avoir été contrainte et forcée par Gérald, qui ne cessait de la battre et de la manipuler. Charlène était défendue par un avocat réputé, lequel obtient qu'en contrepartie de ces informations et d'un témoignage contre Gérald, sa condamnation corresponde uniquement à un emprisonnement de 16 ans pour les meurtres de Karen Twigg et de Stacy Rodican. C'était la peine minimum applicable en Californie pour un meurtre au second degré. C'est en novembre 1982 que le procès de Gérald pour les meurtres de Craig Miller et de Mary-Elizabeth Sowers débuta. Gérald refusa qu'un avocat le défende. Il pensait être capable de se défendre seul. Suite à cette décision, son premier choix s'avéra surprenant puisqu'il récusa tous les jurés de sexe masculin. Les jurés ne comportaient donc que des femmes. Les divers commentateurs de ce dossier pensent qu'il est probable qu'il estimait que son charme devrait influencer les femmes pour qu'elles se prononcent en sa faveur. Puisqu'il exerçait sa propre défense, il revenait à Gérald de mener un contre-interrogatoire envers Charlène.
Il y a à ce stade un doute dans l'indication de la façon dont ce contre-interrogatoire s'est produit. Pour les uns en effet Gérald aurait été relativement plus adroit lorsqu'il interrogea Charlène. Celle-ci perdit ses moyens devant lui. Gérald parvenait à trouver des propos pour contredire chaque affirmation de Charlène, laquelle se perdait ensuite dans des imprécisions, voire dans des contradictions. Il tenta de prouver qu'il n'exerçait pas de violence ou de manipulation sur Charlène et qu'elle était en réalité heureuse et amoureuse de lui. Poussant plus loin l'avantage qu'il avait pris sur elle, il tentait de la faire passer pour une personne droguée et alcoolique, ceci afin de détruire sa crédibilité. Mais cette version n'est pas admise unanimement. En effet, selon une autre version, le contre-interrogatoire n'a pas été mené correctement par Gérald, à tel point que les échanges donnaient souvent l'impression d'être effectués dans le cadre d'une querelle domestique et ne servaient pas véritablement Gérald. Il est possible que ces différences de points de vue s'expliquent par la subjectivité qui existe nécessairement devant la réalisation de certains faits. Chaque personne peut ressentir une situation différemment et ce qui est pertinent pour un individu ne l'est pas forcément pour un autre. Toujours est-il que le ministère public veillait. Il prit soin de souligner chaque contradiction ou incohérence de Gérald. Le 21 juin 1983, le jury condamna Gérald à mort pour les meurtres de Craig Miller et de Mary Elizabeth Sowers. En raison du marché conclu avec les autorités judiciaires de Californie, Charlène était à l'abri d'une sanction aussi lourde. C'est d'ailleurs ce que regrettèrent les autorités judiciaires qui estimèrent, au vu du déroulement du procès, que Charlène était bien plus coupable que ce qu'elle avait déclaré. Une tentative de faire annuler ce marché a été engagée mais un juge de la Cour supérieure du comté de Sacramento décida à la fin de l'année 1983 que ce contrat ne pouvait pas être annulé. Partie 12. La justice du Nevada en action. Gérald et Charlène n'avaient pas seulement sévi en Californie, mais aussi en Oregon et dans le Nevada. Nous reviendrons plus tard sur le cas spécifique de l'Oregon afin de nous concentrer pour l'instant uniquement sur le Nevada. Dans cet état, Gérald fut inculpé des meurtres de Karen Twigg, Stacy Rodican, Brenda Judd et Sandra Coley. Toutefois, seuls les meurtres des deux premières personnes que nous venons de citer ont donné lieu à un procès qui débuta le 23 mai 1984. En effet, les corps de Brenda Judd et Sandra Coley n'avaient pas été retrouvés à cette époque. Dans l'enquête relative à la préparation du procès, Charlène apporta une aide importante en montrant aux enquêteurs une boule de corde qui était dans la voiture de Gérald et qui correspondait à celle qui avait été employée pour attacher Karen Twigg et Stacy Rodican. Peut-être échaudé par son échec lors du procès mené en Californie, Gérald accepta cette fois-ci d'être défendu par un avocat commis d'office, en l'occurrence un certain Gary Marr. À l'instar de Gérald, celui-ci tenta de discréditer Charlène et de la perturber. Toutefois, celle-ci ne craqua pas. Elle donna une multitude de détails et la qualité de son témoignage semble avoir été déterminant dans le sens du verdict qui allait suivre, à savoir une autre condamnation à mort. Partie 13. Des dossiers qui n'ont pas été jugés. Le procès en Californie portait sur les meurtres de Craig Miller et de Mary Elizabeth Sowers, tandis que celui du Nevada portait sur les meurtres de Karen Twigg et Stacy Rodican. Pour les 6 autres meurtres, il n'y a pas eu de poursuite. Les autorités ont estimé que 2 condamnations à mort étaient suffisantes. Il semble y avoir également là une volonté de préserver les fonds publics. C'est surtout la décision de l'État de l'Oregon de ne pas engager de poursuite dans le dossier relatif à Linda Aguilar qui a soulevé le plus de critiques et qui a fait couler le plus d'encre. En effet, dans ce dossier, son petit ami avait été soupçonné d'être le coupable et en l'absence d'un procès condamnant le véritable coupable, son honneur ne pouvait véritablement être lavé et son innocence reconnue aux yeux du public. Par ailleurs, il faut préciser concernant les meurtres de Brenda Judd et Sandra Coley, qui eux aussi n'ont pas donné lieu à un procès, qu'en novembre 1999 des cadavres ont été retrouvés en Californie, à environ 25 miles de Reno. Des expertises ADN ont révélé qu'il s'agit des corps de Brenda Judd et Sandra Coley. Les autorités ont pensé que suite à des fortes pluies, les corps ont été emportés par un torrent, d'où l'incapacité pendant de longues années à parvenir à les retrouver. Partie 14. Des condamnations confirmées. Gérald ne cessa de proclamer son innocence et exerça des recours contre les jugements intervenus à son encontre. Ce qui est certain, c'est que finalement ces jugements ont été confirmés en appel. Il existe toutefois une certaine confusion sur l'appel concernant le procès qui s'était déroulé en 1984 dans le Nevada. Certaines sources affirment que la condamnation a été annulée et qu'une nouvelle audience de détermination de sa peine s'est déroulée, avec un nouveau jury qui a toutefois lui aussi prononcé une peine de mort. D'autres sources affirment simplement que cet appel a bien été effectué et que Gérald a été débouté, il n'y aurait donc pas eu une annulation de la condamnation puis une nouvelle condamnation. C'est à notre avis cette seconde procédure qui doit être le plus correcte. Gérald aurait exercé un appel et à l'issue de celui-ci il est condamné, la condamnation antérieure n'aurait donc jamais été annulée. Partie 15. Le devenir de Charlène.
Charlène a exécuté la totalité de sa peine dans une prison dans l'État du Nevada et elle a été libérée le 17 juillet 1997. Elle était alors âgée de 41 ans. Elle s'est par la suite remariée et vivrait sous une nouvelle identité, prénom modifié et port du nom de son époux. Elle aurait eu un fils. Devenu militaire, celui-ci est décédé en mission en Afghanistan. Partie 16. Le devenir de Gérald. Malgré 2 condamnations à mort, Gérald n'a jamais été exécuté. Ceci s'explique par la découverte d'un cancer rectal alors qu'il était en prison. Il fut alors transféré dans un centre médical pénitentiaire du Nevada. Il refusa de subir une chimiothérapie mais des soins palliatifs lui furent administrés. Son cancer se propagea à ses poumons et à son foie. Il décéda le 18 juillet 2002, à l'âge de 56 ans. Avant de conclure, nous aimerions partager une réflexion importante tirée des événements que nous avons explorés aujourd'hui. L'histoire de Gérald et Charlène Galgo nous rappelle que la prudence et la vigilance sont des qualités essentielles dans notre vie quotidienne. Il est crucial de faire preuve de discernement lorsque nous interagissons avec d'autres personnes, surtout face à des situations qui semblent inhabituelles ou trop belles pour être vraies. Que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles, une dose saine de scepticisme peut parfois être notre meilleure protection. Faites attention à vous, soyez conscient de votre environnement, et ne négligez pas les signaux d'alarme. Si quelque chose semble trop risqué ou suspect, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à reculer. Cette histoire, bien que sombre, nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir. Nous pouvons en profiter pour renforcer notre vigilance et encourager ceux qui nous entourent à faire de même. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer des communautés plus sûres et plus informées. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions sur cette affaire, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune future investigation, et en consultant notre site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail et nous aider à continuer à produire des vidéos de qualité, nous vous adressons un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires. Restez attentifs, soyez prudents, et prenez soin de vous.